30 secondes avant que l'on ne ferme le cercueil, Marie Dubois vit quelque chose qu'aucun œil ne voulait voir. La poitrine d'Antoine de Courcy se souleva subtilement, comme une vague timide qui refuse de mourir. Le murmure du salon se brisa à son oreille comme du verre. Les bougies sentèrent le chrysanthème et la paraffine, et la veuve parfaite Béatrice de la Roche tenait un mouchoir de soie qui ne s'humidifiait jamais vraiment. Le maître de cérémonie préparait la dernière oraison quand Marie, dans son uniforme bleu ciel et les mains tremblantes dans ses gants, se pencha sur le bord en acajou. Elle respira, chuchota d'abord, doutant d'elle-même, puis déglutit. Monsieur, il a respiré. Personne ne l'entendit, ou peut-être tous choisirent de ne pas l'entendre. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. L'après-midi était tombé sur Neuilly-sur-Seine avec ce ciel grisâtre qui oppresse la poitrine. L'hôtel particulier des de Courcy était rempli de fleurs. Des arrangements blancs arrivaient avec des cartes de banquiers, de politiciens, de vieux amis qui ne se souvenaient d'Antoine que dans ses victoires publiques et non dans ses défaites privées. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique à voix basse. Sur la table principale, un immense portrait d'Antoine, costume bleu marine, regard fatigué, semblait tout observer d'un autre monde. Et pourtant, ce monde-là le retenait encore. Marie nettoyait cette maison depuis 8 ans. Elle savait quel portrait penchait avec l'humidité, quelle marche grinçait avant la bibliothèque, quelle fleur monsieur Antoine préférait en novembre. Elle savait aussi que monsieur ne tolérait pas le goût amer de certains comprimés, et que lorsque madame Béatrice commença à organiser sa petite pharmacie, Antoine gardait une trace d'amertume sur les lèvres après chaque repas. Des détails invisibles, comme elle. Et pourtant ce fut cet œil exercé au minimum à la goutte de cire qui tache la nappe, à la poussière qui se cache sous le piano, qui détecta le miracle, un léger tremblement au coin de la bouche du millionnaire. « Ce n'est pas possible, » se dit-elle, fixant son regard. « Je ne peux pas me tromper maintenant. » Autour d'elle, les conversations s'enchevêtraient entre rumeurs pieuses et curiosités mal dissimulées. Édouard Laurent, l'avocat de la famille et ami un peu trop intime de Béatrice, arpentait la pièce en révisant des papiers d'un geste solennel. Pour Marie, un seul regard suffit pour sentir le fil du danger. L'homme portait le deuil avec trop de perfection, comme s'il avait répété chaque soupir. Madame de la Roche, osa Marie, s'approchant avec respect. Pardonnez-moi, mais il m'a semblé que monsieur Antoine. Béatrice la transperça de ses grands yeux d'un verre froid et posa une main délicate sur le cercueil, comme pour caresser son mari une dernière fois. « Merci, Marie, » murmura-t-elle, sans vraiment la regarder. « Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de nettoyer. Vous pouvez vous retirer dans les communs. » Le ton était doux en surface comme un sirop, en dessous tranchant comme un rasoir. Marie recula d'un pas, mais n'obéit pas. Quelque chose clochait. Le médecin avait recommandé une crémation immédiate. Maître Laurent accélérait les démarches. Béatrice souriait à la presse avec une douleur parfaitement photogénique. Et maintenant cette respiration, une seule, légère, insuffisante, mais suffisante pour renverser le destin. Le maître de cérémonie demanda le silence. Les violons se turent. On n'entendit que les pas des hommes qui s'approchaient pour fermer le couvercle. 30 secondes. Marie regarda le visage d'Antoine. Une lueur minime humidifiait le coin de son œil. La cire d'une bougie coula sur le bord, comme si le temps aussi fondait. Elle, qui avait appris toute sa vie à ne pas déranger, sentit alors une impulsion qui ne venait pas de ses propres forces, mais de cette voix silencieuse qui parfois se réveille à l'aube et lui rappelle « Tu n'es pas né pour voir des injustices et les balayer sous le tapis. » L'histoire n'avait pas commencé ce jour-là. En vérité, elle avait commencé des mois plus tôt. Quand Antoine, las des disputes et des silences, décida de réviser son testament, Marie l'entendit par hasard, en nettoyant le couloir. « Je ne veux plus de masque près de mon argent », dit le millionnaire à voix basse, regardant par la fenêtre les marronniers. Derrière cette décision vint l'empressement de Béatrice à prendre soin de sa santé. Et le médecin de confiance, un nom respectable que Marie avait à peine entendu, commença à visiter la maison avec une discrétion qui sentait mauvais. Les comprimés, l'amertume, la fatigue, puis la nuit de l'infarctus. Maintenant, devant le cercueil, le thème central de cette histoire battait comme un tambour dans la poitrine de Marie. Quand les puissants vous disent ce que vous devez voir, quelqu'un d'humble
doit leur rappeler ce qu'ils ne veulent pas regarder. Trahison, argent, un amour qui s'était desséché sans jamais fleurir, et la possibilité d'un miracle. Dans l'esprit de Marie, l'intrigue s'allumait comme un feu. Qu'arrivait-il vraiment à Antoine? Pourquoi tant de hâte à lui dire adieu, à le crématiser? Quelle vérité devait être effacée par la fumée d'un four? Marie chuchota à Josiane, la cuisinière, en la tirant par le coude. « Ne t'en mêle pas. Ce ne sont pas nos oignons, Josiane. » Les yeux de Marie brillèrent. « Si je me trompe, je me tairai à jamais. Mais sinon. » Une vie dépendait de ces secondes. Béatrice remercia les invités d'une inclination superbe et s'arrêta près d'Édouard qui lui rajusta son châle. Marie les observa du coin de l'œil. Entre ses doigts, Édouard cachait son portable à l'écran à moitié allumé, lisant un message dont l'entête se refléta sur sa montre. Certificat prêt. Certificat de décès. Crémation. Tout était trop rapide, trop propre, comme ces sols qui sentent l'eau de javel pour masquer l'humidité de la moisissure. Au fond du salon, un enfant laissa échapper un sanglot. Quelqu'un toussa, une bougie crépita. Le maître de cérémonie souleva un peu plus le couvercle pour l'ajuster et, pendant une seconde, le visage d'Antoine fut exposé à hauteur des yeux de Marie. Là, elle vit clairement. Une pulsation minime vibrait dans la veine de son cou, presque invisible. Marie ne pensa pas à son contrat, à ce qu'on dirait, au rire des hommes en cravate. Elle pensa à la première fois que sa mère lui avait dit que la plus grande valeur d'un pauvre est sa conscience. « Attendez !» La voix sortit rauque mais ferme. « Ne le fermez pas !» Le murmure explosa. Édouard grimaça d'agacement. « Madame de la Roche, s'il vous plaît, dit-il. Combien de temps allons-nous encore tolérer cela ?»« Un instant, l'interrompit Béatrice, toujours avec cette douceur empoisonnée. « À qui a-t-il encore, Marie ?»« Il respire, dit-elle, et le mot flotta comme un péché. Les invités s'entre-regardèrent avec malaise. Un homme fit un signe de croix. Béatrice eut un petit rire bref, un rire sans dents. « Je comprends votre douleur, Marie, » murmura-t-elle. « Parfois, les gens simples s'accrochent au miracle parce que la réalité est dure, mais il est temps de dire adieu. » La réalité. Le mot tomba lourdement. Pour Béatrice, la réalité était un récit bien répété. Pour Marie, la réalité était dans les détails, dans le compte-gouttes mal placé qu'elle avait vu la veille en passant la serpillière dans la chambre, dans la boîte de comprimés apparue vide du jour au lendemain, dans le médecin qui évitait de la regarder dans les yeux, dans la hâte indécente d'allumer le four du crématorium. Et maintenant dans ce souffle, les histoires qui cherchent notre cœur, celles d'amour, de foi, de trahison et de vengeance, commencent par un choix, se taire ou parler. Marie s'était tue bien trop souvent. Cet après-midi-là, elle choisit autre chose. « Donnez-moi 30 secondes, demanda-t-elle en regardant les porteurs. « 30. Si je me trompe, je quitte la maison sans mes droits. Mais si je dis la vérité... » « Assez, coupa Maître Laurent, faisant un pas en avant. « Il y a des protocoles ici. Ça, il y a aussi des vies, répliqua Marie, soutenant son regard. « À moins que vous ne soyez pressé, maître. » Un frisson électrique parcourut le salon. Béatrice serra son mouchoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sur l'horloge ancienne du salon, celle à pendule que Marie nettoyait avec un chiffon spécial, l'aiguille des secondes commença sa danse finale. Tic-tac-tic. Le maître de cérémonie hésita. Les porteurs s'entre-regardèrent. 30, 29, 28. Marie approcha son visage à quelques centimètres de la peau d'Antoine. Elle chercha la buée, le tremblement, le signe de Dieu ou du destin. 27, 26. Elle se souvint du jour où Antoine lui avait dit « Merci pour ce café chaud à minuit ». 25. Elle se souvint de la voix de sa mère. « Quand tu doutes, regarde 2 fois ». 24. Le monde se rétrécit jusqu'à se résumer à la veine du cou de cet homme, et alors elle l'entendit à nouveau. Une expiration légère. Il est vivant. Elle le dit avec la certitude qui ne naît que lorsque la peur se brise. Le salon se figea. Édouard pâlit. Béatrice fit un pas en arrière, juste 1 centimètre, comme si la vérité la repoussait. Si vous sentez votre cœur se serrer comme elle, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez. Maintenant, respirez profondément, car cela ne fait que commencer. Le salon devint muet, comme si la respiration qui venait de sortir du corps d'Antoine
avait absorbé tout l'air. Personne ne bougea. Les fleurs, soudain, avaient une odeur trop forte, et l'écho de la voix de Marie résonnait entre les hauts murs. « Il est vivant !» Béatrice, immobile, devant le cercueil, tenta de se ressaisir. Son visage parfait trembla subtilement, comme une porcelaine sur le point de se fêler. « C'est impossible !» murmura-t-elle, souriant sans dents, cherchant le regard d'Édouard. « Dites quelque chose, je vous en prie. » Édouard s'avança d'un pas ferme, son costume noir impeccable, ses mains jointes dans un geste presque sacerdotal. « Messieurs !» annonça-t-il d'un ton grave, « les nerfs et la douleur peuvent nous jouer des tours. Personne n'est vivant ici. » Et sans regarder Marie, il ajouta « Que quelqu'un la fasse sortir, s'il vous plaît. » 2 employés des pompes funèbres s'approchèrent, mais Marie fit un pas en arrière et éleva la voix. « Si vous ne me croyez pas, approchez votre main. Mettez vos doigts ici. » Les hommes s'arrêtèrent. Béatrice serra son mouchoir blanche de rage. Mais alors, l'un des porteurs, jeune et brun, s'approcha avec hésitation, tendit la main et la posa sur le cou du millionnaire. Un silence, puis un autre, et le jeune homme retira brusquement sa main. « Madame » balbutia-t-il effrayé, « j'ai senti quelque chose. » Le murmure explosa comme une étincelle. Plusieurs invités se levèrent. Certains firent un signe de croix, d'autres prirent leur portable. Béatrice poussa un cri. « Assez ! Nous n'allons pas transformer cela en cirque. » Mais il était trop tard. La tension s'était emparée de tous. Le maître de cérémonie s'écarta, et la musique de fond s'arrêta sans que personne ne l'ordonne. Marie, tremblante, posa la main sur la poitrine d'Antoine. Elle sentit un mouvement faible, presque un soupir. Son âme lui remonta à la gorge. « Appelez un médecin, » dit-elle. « Mais maintenant, je suis là, » répondit une voix du fond. C'était le médecin de l'hôpital, le docteur Fabien Girard, un ami de la famille. Il marcha calmement jusqu'au cercueil, mais son expression n'était pas celle d'un homme surpris. C'était celle de quelqu'un qui craint d'être découvert. « Excusez-moi, » dit-il d'un geste technique. « Nous allons vérifier à nouveau. » Marie l'observa attentivement. Quand il approcha son stéthoscope, elle vit le léger tremblement de ses mains. Elle savait ce qui se passait. Ce n'était pas une erreur, c'était une dissimulation. « Alors, hein ?» demanda Béatrice, la voix tranchante. « Il n'y a pas de signes vitaux, » répondit le médecin, évitant le regard de Marie. « Mensonge !» cria-t-elle, faisant un pas en avant. « Vous ne l'écoutez pas. Vous avez peur. » Édouard s'interposa, menaçant. « Taisez-vous, madame. Si vous continuez à faire un scandale, j'appelle la sécurité. » Lacôme. Marie le regarda avec un feu qu'elle-même ne se connaissait pas. « Appelez qui vous voulez, mais vous ne ferez pas taire la vérité. » Le silence devint insupportable. Béatrice, désespérée, se pencha sur le cercueil. Son parfum emplit l'air et alors, à l'horreur de tous, le corps d'Antoine remua les lèvres. Un gémissement léger, rauque, s'échappa de sa gorge. Le cri qui sortit du public fut unanime. Certaines femmes tombèrent à genoux. Le porteur lâcha le cercueil. Édouard recula de 2 pas, pâle comme la cire. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un. Le médecin resta paralysé, ne sachant que faire. Marie réagit la première, écarta les fleurs, desserra la cravate du millionnaire et approcha son oreille de sa poitrine. Il respire. Il est faible, mais il respire. Antoine murmura quelque chose d'inintelligible. Béatrice porta les mains à sa tête, feignant un évanouissement. Édouard courut la soutenir. « Faites sortir tout le monde !» ordonna le médecin, sa voix entre la peur et la fureur. « J'ai besoin d'espace. » Marie refusa de sortir. « Vous n'allez pas le tuer une 2e fois, docteur. » Fabien la regarda avec haine. « Je dis que je sais ce qu'on lui a donné, » répliqua-t-elle. « J'ai vu les comprimés que Madame Béatrice a apportés. Ils les ont changés il y a 1 mois. » Le médecin déglutit. Édouard se tourna, les yeux exorbités. « Que c'est de la folie !» Mais le son d'une sirène au loin interrompit la scène. Un des voisins, en entendant les cris, avait appelé les urgences. En moins de 5 minutes, l'hôtel particulier fut rempli de secouristes. Marie recula, laissant de l'espace, mais sans quitter Antoine des yeux. Quand les infirmiers confirmèrent le pouls, un murmure parcourut la salle comme un vent dans les feuilles. « Ah, il est vivant. Monsieur de Courcy est vivant. » Béatrice tenta de quitter le salon, mais une infirmière la retint. « Madame, s'il vous plaît, attendez ici. » Son masque se brisa un instant. Elle regarda Marie avec une haine pure, sans équivoque, et murmura en passant devant elle. « Tu ne sais pas ce que tu as fait, domestique. » Marie ne répondit pas.
observant seulement les secouristes monter le brancard avec Antoine, toujours inconscient dans l'ambulance. Elle avait gagné une bataille, mais pas la guerre. Tandis que l'ambulance s'éloignait, les murmures grandissaient. Personne ne savait quoi dire. Édouard prit son téléphone, envoyant des messages les mains tremblantes. Le médecin essuya la sueur de son front. Marie, seule au milieu de la foule, sentit ses jambes flageoler. Le soulagement et la peur se mélangeaient dans sa poitrine. Elle avait sauvé une vie, mais elle avait touché au secret des riches, et cela a toujours un prix. Ce soir-là, quand elle retourna dans sa petite chambre de service, elle entendit de légers coups à la porte. C'était Josiane, la cuisinière, avec un regard terrifié. « Marie, ne dis rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Sa voix tremblait. « Oh, madame est furieuse. Ils disent qu'ils vont te renvoyer demain. » Marie s'assit sur son lit épuisée, regarda ses mains encore tachées de la poussière du cercueil et murmura « Ça m'est égal, Josiane. Je ne peux plus me taire. Si Dieu m'a montré ça, c'est pour une raison. » Dehors, la ville dormait, mais à l'intérieur de l'hôtel particulier des de Courcy, la guerre venait de commencer. Le son des sirènes résonnait encore lorsque l'hôtel particulier se vida. L'ambulance avait emmené Antoine, et les invités s'étaient dispersés en silence, évitant de croiser les regards. Personne ne voulait être associé au scandale. Il ne restait que Béatrice, Édouard et Marie devant un autel de fleurs fanées et de coupes de vin intactes. « Cela ne va pas en rester là, » dit Béatrice d'un calme glacial. « Ce que vous avez fait aujourd'hui est impardonnable. » Marie la regarda en face pour la première fois. « Ce qui est impardonnable, c'est ce que vous lui avez fait. » Édouard tenta d'intervenir, mais l'expression de Béatrice l'arrêta. Elle retira le voile noir de ses épaules et fit quelques pas lents vers la femme. « Vous n'avez aucune idée de là où vous avez mis les pieds, ma petite. Ici, les gens comme vous ne gagnent pas. »« Alors, pour moi, peu importe, » répondit Marie. « J'ai déjà gagné en le voyant respirer. » Le silence fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Béatrice esquissa un sourire amer. « Profitez-en tant que vous le pouvez. » Le lendemain, la nouvelle était déjà dans les journaux. Un homme d'affaires millionnaire déclaré mort se réveille lors de ses funérailles. Les photos montraient Béatrice sortant de l'hôtel particulier avec des lunettes noires, le visage du docteur Girard caché derrière l'ambulance et une silhouette à l'arrière-plan que peu remarquèrent, Marie tenant un chapelet à la main. Les médias parlaient de miracles, mais Marie savait que les miracles n'ont pas l'odeur du poison ni de l'argent. Elle passa toute la journée dans sa chambre sans oser sortir. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. À la tombée de la nuit, elle entendit frapper à la porte. C'était Josiane, les yeux rouges. « Ils vont te chasser, Marie. Ils disent que tu as tout inventé, que tu as mis en péril la réputation de la famille. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'ils vivent. Et s'ils meurent à nouveau ?» murmura la cuisinière en croisant les bras. « Et s'ils le font disparaître à l'hôpital ?» Cette phrase lui planta une épine dans le cœur. Marie se leva d'un bond. « Où est-il hospitalisé ?»« À l'hôpital américain de Paris, à Neuilly. Mais ils ne te laisseront pas entrer. » Marie prit son sac, y glissa son chapelet, un vieux carnet et un manteau. « Alors j'entrerai par là où on ne me verra pas. » Cette nuit-là, la ville brillait sous la pluie. Les flaques reflétaient les lumières des voitures et le bruit de la circulation semblait marquer un pouls accéléré, identique à celui qu'elle avait senti dans le cou d'Antoine. Elle marcha jusqu'à l'hôpital et du coin de la rue, elle le vit, le bâtiment blanc, les fenêtres fermées, 2 agents de sécurité à l'entrée. L'un d'eux parlait à un homme en costume sombre, Édouard Laurent. L'avocat fumait sous la pluie, regardant son portable. Il semblait nerveux. Marie se cacha derrière un taxi et l'observa. Elle l'entendit murmurer quelque chose au téléphone. « Oui, tout est sous contrôle. Personne ne sait pour les comprimer. Le médecin a déjà signé le nécessaire. Demain, nous le transférons. » Transférer, ce mot lui glaça le sang. S'il prévoyait de déplacer Antoine, c'était pour s'assurer que cette fois il meurt. Marie attendit qu'Édouard s'éloigne, puis traversa la rue. Elle chercha une porte latérale, celle de la zone de maintenance. Elle savait comment se déplacer en silence. Des années à nettoyer les sols lui avaient appris à ne pas laisser de traces. Elle se glissa dans le couloir de service et marcha dans l'ombre jusqu'à voir une porte avec une plaque « Soins intensifs, accès réservé ». Elle s'arrêta, retint son souffle. À l'intérieur, un unique agent de sécurité dormait sur une chaise. « Pardonnez-moi, monsieur », chuchota-t-elle, « mais je dois le faire. » Elle entra sans faire de bruit. L'odeur de désinfectant était forte. Les moniteurs clignotaient. Sur le lit,
avec des tubes et des pansements, se trouvait Antoine. Sa peau pâle brillait sous la lumière froide de l'hôpital. Marie s'approcha lentement, prit sa main. « Personne ne me croira, monsieur Antoine, mais vous devez ouvrir les yeux. Vous devez le faire pour la justice. » Ses paupières bougèrent. Juste un geste, mais suffisant pour qu'elle sente un frisson. Soudain, la porte s'ouvrit. Marie se retourna. Le docteur Girard était là, un dossier à la main. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix sèche. « Je voulais juste m'assurer qu'il va bien. Vous n'avez pas à vous assurer de quoi que ce soit, » dit-il en fermant la porte derrière lui. « Ce patient ne recevra plus de visite. » Marie recula d'un pas. Le médecin s'approcha, et sur son visage, il n'y avait plus aucune trace d'amabilité. « Vous ne comprenez pas comment ce monde fonctionne. Il y a des vies qui valent plus que d'autres. Et vous avez décidé lesquelles ?» répondit-elle, provocante. Le médecin sourit avec cynisme. « Je ne fais qu'obéir aux ordres. » Marie sentit sa gorge se serrer. « De Béatrice. » L'homme ne répondit pas, mais ses yeux dirent tout. Elle fit un pas en arrière, feignant le calme. « Alors dites-lui qu'il respire encore, et que les morts, quand ils reviennent, ont tendance à parler. » Elle sortit de la chambre avant qu'il ne puisse réagir. Dehors, la pluie tombait plus fort. Elle marcha sans but jusqu'à l'arrêt de bus, trempée, mais la tête en feu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Si elle avait sauvé la vie d'Antoine une fois, elle devait maintenant la protéger de ceux qui voulaient terminer le travail. Et à cet instant, sans le savoir, Marie cessa d'être la femme de ménage invisible pour devenir l'unique témoin qui pouvait détruire Béatrice de la Roche. L'aube arriva, grise avec un fin crachin qui détrempait les rues et lavait les traces de la nuit. Marie n'avait pas dormi. Elle avait passé des heures assise dans l'office de sa petite chambre, regardant l'horloge et repassant dans son esprit chaque mot du médecin. « Je ne fais qu'obéir aux ordres. » Elle savait ce que cela signifiait. Béatrice voulait s'assurer qu'Antoine ne rouvrirait jamais les yeux. Elle prit un café amer, se coiffa rapidement et partit vers l'hôpital. Mais en arrivant, quelque chose avait changé. 2 nouveaux gardes surveillaient l'entrée des soins intensifs. Quand elle tenta de passer, l'un d'eux tendit le bras. « Désolé, madame. Accès réservé. » « Je suis du service de nettoyage. J'ai travaillé pour la famille. » tenta-t-elle d'expliquer. « Je veux juste laisser ça. » Elle montra un petit sac avec un chapelet et une enveloppe pliée. « C'est un message pour monsieur de Courcy. » Le garde l'observa avec méfiance. « Laissez-le ici. Nous le transmettrons. » Marie hésita. Si elle le laissait, il n'arriverait peut-être jamais entre ses mains. Elle réfléchit une seconde et feignit de trébucher. « Oh, pardon. » Et tandis que l'homme se baissait pour ramasser le chapelet tombé, elle glissa l'enveloppe sous la porte de la zone restreinte. À l'intérieur, une infirmière la trouva quelques minutes plus tard. L'enveloppe disait juste « S'il se réveille, ne le laissez pas seul. » Ne faites pas confiance à sa femme. Marie s'éloigna sous la pluie, le cœur battant. Elle savait qu'elle avait pris trop de risques, mais elle savait aussi que la peur ne pouvait plus l'arrêter. À l'hôtel particulier, Béatrice de la Roche regardait la une du journal. Son visage parfait et figé remplissait la photo, le miracle de l'homme d'affaires revenu à la vie. Elle frappa la table avec fureur. « Imbécile !» cria-t-elle, jetant sa tasse de café contre le mur. Édouard tenta de la calmer. « Nous contrôlons déjà les médias. Ils disent que c'était juste une erreur médicale. »« Et la domestique ?» demanda Béatrice, les yeux injectés de sang. « Où est Marie ?»« Elle a disparu après l'enterrement. » Béatrice sourit, glaciale. « Alors nous allons la retrouver. » Édouard hésita. « Béatrice, tout cela devient incontrôlable. Si Antoine se réveille et parle, il ne se réveillera pas. » Elle se leva, allumant une cigarette. Fabien saura quoi faire. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie frapper les vitres. Son reflet renvoya l'image d'une femme qui ne pleurait plus, mais calculait. « Quand ce sera terminé, Édouard, vous et moi partirons d'ici. » L'avocat acquiesça, bien qu'une ombre de peur ait traversé son visage. Il commençait à réaliser que Béatrice n'était pas seulement ambitieuse. Elle était capable de tout. Pendant ce temps, à l'hôpital, Antoine de Courcy ouvrit les yeux. La lumière blanche l'aveugla d'abord. Il ne se souvenait pas où il était, ni pourquoi son corps lui faisait si mal. Il tenta de parler, mais seul un soupir sortit. Une infirmière accourut. « Monsieur de Courcy, calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un collapsus, mais vous êtes stable. »« Ma femme, » murmura-t-il. « Elle viendra plus tard, monsieur. » Antoine ferma les yeux.
essayant d'ordonner ses souvenirs. Des images confuses se mélangeaient dans son esprit. Le dîner, le vin, Béatrice souriant, un goût amer et puis l'obscurité. Soudain, une voix intérieure lui chuchota quelque chose. 30 secondes avant de fermer le cercueil. Il ne comprenait pas d'où venait cette phrase, mais elle le faisait frissonner. Il demanda du papier et un stylo. D'une main tremblante, il écrivit un nom. Marie. L'infirmière le regarda, surprise. « Qui est Marie ?»« La femme qui m'a sauvé. » Cet après-midi-là, Marie retourna à l'hôtel particulier. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle avait besoin de preuves. Quelque chose qui démontrerait ce que Béatrice et le médecin avaient fait. Le portail était entrouvert. Elle marcha prudemment dans le jardin, où les fleurs des funérailles fanaient encore. En entrant, le silence était total. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre principale. Tout était impeccable, comme si rien ne s'était passé. Mais sur la table de chevet, elle vit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une boîte de médicaments ouverte et, à côté, une ordonnance signée par le docteur Girard. Elle prit son téléphone et prit des photos. Puis elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, plusieurs gélules contenant une substance cristalline différente des comprimés habituels. À ce moment, elle entendit des pas. Marie se cacha derrière les rideaux, juste au moment où Édouard Laurent entrait. « Béatrice, tu es là-haut » demanda-t-il. Il n'obtint pas de réponse. Il se dirigea vers la coiffeuse et rangea la boîte dans sa mallette. « Nous ne pouvons pas laisser de traces, » murmura-t-il. Marie l'observait depuis l'ombre, retenant son souffle. Quand il sortit, elle attendit quelques secondes et dévala les escaliers. Elle savait que ces photos étaient sa seule défense si tout tournait mal. Elle serra son téléphone contre sa poitrine. « Maintenant, j'ai de quoi prouver. » Et, chuchota-t-elle, mais en franchissant la porte, une voiture noire freina brusquement devant elle. Du véhicule descendit un homme grand avec un parapluie. « Marie Dubois ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Qui demande ?» L'homme montra un insigne. « Commissaire Jonas Martin. J'enquête sur l'affaire de Monsieur de Courcy. » Pendant un instant, elle pensa que c'était un piège, mais la voix de l'homme semblait sincère. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. » Il la regarda dans les yeux. « Parce que quelque chose me dit que ce qui s'est passé dans ce cercueil était une tentative d'assassinat. » Marie serra le chapelet dans sa poche. La peur la frappa à nouveau, mais cette fois, elle ne se sentit pas seule. Quelqu'un d'autre croyait en sa vérité. « Alors, écoutez-moi bien, commissaire, » dit-elle. « Je vais vous raconter comment tout a commencé. » Le commissaire Jonas Martin l'observa avec un mélange de patience et de méfiance. Il avait le visage marqué par les années et un par-dessus trempé par la pluie. Marie le regarda sans ciller, sachant que c'était sa seule chance pour que quelqu'un la croie. « Tout a commencé avant l'infarctus, » dit-elle à voix basse. Antoine de Courcy n'était pas malade. Ils l'ont empoisonné petit à petit. Le commissaire sortit un carnet. Qui? Et sa femme et le docteur Fabien Girard. Marie respira profondément. Et peut-être aussi l'avocat, Édouard Laurent. Jonas nota sans porter de jugement. Avez-vous des preuves? Moi de cette thèse. Marie prit son téléphone de ses mains tremblantes. Elle lui montra les photos des comprimés et de l'ordonnance signée dans la chambre. Le commissaire observa l'écran avec attention. « Cela pourrait suffire pour un mandat de perquisition, » murmura-t-il. « Mais s'ils sont aussi puissants que vous le dites, ils essaieront de tout effacer. »« Ils le font déjà, » répondit-elle. « Ils prévoient de le sortir de l'hôpital. » Jonas rangea son carnet. « Justin dit Sib, abondi passe. Alors, nous devons prendre les devants. » Pendant ce temps, à l'hôpital américain, Antoine de Courcy tentait d'ordonner ses souvenirs. Chaque respiration était douloureuse, mais son esprit commençait à s'éveiller. Il se souvint du dernier dîner. Béatrice riant, son parfum sucré, le verre de vin qu'elle avait insisté pour lui servir. Il se souvint d'un vertige soudain et du visage flou du médecin s'approchant. Puis l'obscurité. Maintenant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'une femme en uniforme bleu pleurant à côté du cercueil. 30 secondes avant de fermer le cercueil. Marie chuchota. L'infirmière l'entendit et s'approcha. « Monsieur de Courcy, je dois parler à cette femme. Elle sait la vérité. » L'infirmière acquiesça. « Il y a quelqu'un qui vous a laissé un message, » dit-elle, lui tendant le papier que Marie avait glissé des heures plus tôt. Il disait de ne pas faire confiance à sa femme. Antoine le lut en silence. Pour la première fois, une étincelle de colère s'alluma dans son regard. « Alors, j'avais raison.
Cette nuit-là, Béatrice arriva à l'hôpital vêtue de noir. Elle portait des lunettes de soleil et un bouquet de fleurs blanches. Elle salua le personnel avec son sourire de veuve. « Parfaite. Je viens voir mon mari, » dit-elle doucement. Les gardes la laissèrent passer. Elle marcha dans le couloir d'un pas ferme, mais à l'intérieur de son sac, à côté du parfum et des gants, elle portait une petite seringue enveloppée dans un mouchoir. Le docteur Girard l'attendait dans la chambre. « Êtes-vous sûr que personne ne nous verra ?» demanda-t-elle. « L'infirmière de garde a été envoyée en pause, » répondit le médecin. « Nous avons 10 minutes. » Béatrice s'approcha du lit. Antoine dormait, connecté au tube. Elle le regarda avec mépris et fausse tendresse. « Tu aurais pu tout avoir, mais tu as décidé de me trahir, » murmura-t-elle en lui caressant la joue. Dommage que les miracles durent si peu. Le médecin acquiesça, préparant la seringue. Mais juste au moment où il se penchait sur le bras d'Antoine, la porte s'ouvrit brusquement. « Police !» cria une voix masculine. C'était Jonas Martin, avec 2 agents derrière lui. Béatrice se retourna, surprise. Qu'est-ce que cela signifie? Le commissaire montra un mandat. Enquête pour tentative d'homicide. Docteur Girard lâchait ça. Le médecin hésita. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'un des agents le désarma. La seringue tomba au sol et roula jusqu'aux pieds de Béatrice. Elle fit un pas en arrière, tremblante, et se mit soudain à pleurer. « Vous ne comprenez pas. Je l'aimais. Il voulait me laisser sans rien. » Marie, qui était arrivée derrière les policiers, l'entendit depuis la porte. « Fasten the trimesi cantiaritacaris » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Vous l'avez empoisonné, Béatrice. Vous alliez le brûler vif. » Béatrice la regarda avec fureur, les yeux pleins des larmes noires de son maquillage. « Ah, et qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tu n'étais que sa domestique. »« Oui, » répondit Marie en s'approchant, « mais c'est moi qui l'ai soutenu quand il a cessé de respirer. C'est moi qui ai cru en lui quand tout le monde le donnait pour mort. C'est plus d'amour que vous n'en ressentirez de toute votre vie. » Béatrice hurla, tentant de se jeter sur elle, mais les agents la retinrent. Le médecin fut également menotté. Jonas ramassa la seringue avec un mouchoir. « Nous aurons ce qu'il faut pour prouver, » dit-il. Des heures plus tard, l'hôpital retrouva son calme. Marie resta à côté du lit d'Antoine. Pour la première fois, il ouvrit complètement les yeux. « Vous... » murmura-t-il. « Oui, monsieur. Je suis Marie, celle qui n'a pas laissé fermer le cercueil. » Antoine la regarda avec étonnement et une gratitude qui n'eut pas besoin de mots. « Merci, » chuchota-t-il. « Vous m'avez rendu la vie. » Elle sourit légèrement, avec humilité. « Ne me remerciez pas. C'est Dieu qui m'a fait regarder 2 fois. » Les moniteurs émettaient des bips doux. Dehors, l'aube se levait à nouveau. Marie pensa à tout ce qu'elle avait vécu. La peur, les mensonges, l'injustice. Mais elle pensa aussi à quelque chose de nouveau qui grandissait en elle. La force. Jonas apparut à la porte. « Madame de la Roche est en détention, » dit-il. « Elle a tout avoué. Votre témoignage sera crucial au procès. » Marie acquiesça, regardant Antoine. « Alors, c'est fini. » Le commissaire la corrigea avec un léger sourire. « Non, Madame Dubois, cela ne fait que commencer. Les puissants n'acceptent pas de perdre si facilement. » Et il avait raison, car tandis que le soleil entrait par la fenêtre de l'hôpital, quelqu'un d'autre observait depuis une voiture noire garée en face du bâtiment. Une silhouette avec une montre chère et une cigarette entre les doigts. Édouard Laurent mit le contact, composa un numéro et dit au téléphone « Le plan a changé. Béatrice est tombée. Mais maintenant, il y en a une autre qui en sait trop. » Les jours suivants furent un mélange de calme tendu et de peur latente. Béatrice de la Roche était derrière les barreaux. Le docteur Girard avait avoué sous la pression et les journaux parlaient de l'héroïne invisible qui avait sauvé l'homme d'affaires Antoine de Courcy. Mais pour Marie Dubois, la paix était un luxe qu'elle ne pensait pas mériter. Elle savait que lorsqu'un serpent perd sa tête, il en reste toujours une autre prête à mordre. Antoine restait hospitalisé, sa guérison lente mais constante. Les rares fois où il pouvait parler, il demandait à voir Marie. Les médecins insistaient pour qu'il se repose, mais elle trouvait un moyen d'entrer en cachette. Avec un thermos de café et ce sourire discret qui rendait son humanité au jour du millionnaire. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme vous risquerait autant pour moi, » dit-il un après-midi, la voix brisée. « Ce n'était pas pour vous, monsieur, » répondit-elle. « C'était pour la vérité. Je n'aime pas balayer les mensonges. » Antoine la fixa avec une tendresse nouvelle, une tendresse qu'il n'avait ressentie pour personne depuis des années. «
Si le monde avait plus de gens comme vous, Marie, nous n'aurions pas besoin d'avocats ni de faux médecins. Elle baissa les yeux, embarrassée. Ne dites pas ça. Les gens comme moi ne font que nettoyer le désordre que les autres laissent. Non. Antoine prit sa main avec faiblesse. Les gens comme vous nettoient l'âme de ceux qui ont oublié ce que vaut la vie. Marie sourit, mais derrière ses yeux, il y avait de l'inquiétude. Dehors, la presse rôdait autour de l'hôpital comme des vautours, cherchant une photo, une déclaration, une phrase qui ferait les gros titres. Et parmi les journalistes, Édouard Laurent était revenu sous un déguisement différent. Costume gris, lunettes de soleil et un faux badge de presse autour du cou. Il entra sans problème, se faisant passer pour un journaliste. Personne ne se méfia du nouveau reporter de la chaîne 8, mais Marie le vit. Elle le reconnut immédiatement et son cœur s'arrêta. « Que fait-il ici ?» demanda-t-elle au garde désignant l'homme. « Il dit qu'il vient interviewer Monsieur de Courcy. »« Ne le laissez pas passer !» s'exclama-t-elle. Mais il était trop tard. Édouard marchait droit vers la chambre avec une sérénité effrayante. Il entra lentement, fermant la porte derrière lui. Antoine l'observa depuis son lit, confus. « Édouard » murmura-t-il. « Monsieur de Courcy » dit l'avocat avec un sourire empoisonné. « Je suis heureux de vous voir en vie. »« Toi » Antoine serra les poings. « Je savais que tu étais derrière tout ça. »« Je n'ai rien fait » répliqua l'homme en s'approchant un peu plus. « Mais il vaudrait mieux que vous ne vous souveniez pas de tant de choses. Ce n'est pas dans votre intérêt. » Marie écoutait depuis le couloir, collée au mur. Elle ne pouvait pas entrer. Il y avait 2 gardes à proximité, mais elle réussit à entendre le ton glacial d'Édouard, celui qui n'avait ni doute ni remords. « Béatrice a fait une erreur, » disait-il. « Elle a voulu te tuer par amour. Moi, par contre, je veux juste dégager le chemin. »« Ça ici m'entraîne. »« Montsikax, qu'est-ce que tu racontes, Hirnse Mathias ?» demanda Antoine. Édouard se pencha presque en chuchotant que les affaires que tu voulais dénoncer existent toujours, et il y a des gens qui n'accepteront pas que tu parles, des gens plus puissants que toi, que ta femme, que moi. Je n'ai pas peur. Tu devrais. Édouard sourit, laissant une enveloppe sur la table. Ceci est un rappel. Avant de sortir, il ouvrit la porte. Marie fit semblant de passer avec un plateau. Il la regarda avec un calme venimeux. « Madame Dubois » dit-il d'une voix courtoise. « Prenez bien soin de monsieur. Il a besoin de vous vivante. » Ses pas s'éloignèrent dans le couloir, mais le froid demeura. Marie entra aussitôt. Qu'a-t-il dit? Antoine tenait l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo. Elle et son fils au marché, prise à la dérobée. Marie sentit son cœur s'effondrer. « Comment a-t-il eu ça ?» demanda-t-elle en tremblant. « Il veut nous faire peur, » répondit-il, « mais il n'y arrivera pas. » Elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est un avertissement. Ils vont s'en prendre à nous. » Antoine tenta de se redresser, mais la douleur l'obligea à se recoucher. « Alors, nous n'allons pas fuir. Nous allons les affronter, nous ?» demanda-t-elle incrédule. « Oui, Marie. » Sa voix résonna plus fort. « Je ne vais pas me cacher ni laisser qu'on te fasse du mal. » Elle voulut protester, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Pour la première fois, elle vit en lui l'homme, pas le millionnaire, l'homme qui avait souffert, qui avait fait confiance à la mauvaise personne et qui maintenant, grâce à elle, respirait à nouveau. Le destin les avait unis d'une manière impossible, l'invisible et le puissant, la domestique et le patron unis par une seconde chance. Cependant, pendant qu'il parlait, Édouard Laurent composait un autre numéro depuis sa voiture noire. « Oui, la première partie a échoué, » dit-il au téléphone. « Mais il y a encore un moyen. Cette fois, il n'y aura pas de miracle. » À quelques kilomètres de là, un tueur à gages reçut le message sur un vieux portable. « Hôpital américain, elle et lui, avant l'aube. » La guerre contre la vérité n'était pas terminée. Elle prenait juste forme. La nuit glissa sur la ville avec un calme étrange, trop silencieux pour être réel. À l'intérieur de l'hôpital, les couloirs s'éteignaient un par un, tandis que les infirmières changeaient de service. Marie restait à côté du lit d'Antoine, luttant contre le sommeil avec une tasse de café froid à la main. Elle ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette photo. Elle, son fils, le marché. « Où savent-ils qui je suis? Où j'habite ?» murmura-t-elle presque sans voix. « Je n'aurais pas dû me mêler de ça. » Antoine, faible mais conscient, l'observait. « Ne dis pas ça. Sans toi, je serais mort à l'heure qu'il est. »
Et sans moi, vous seriez en sécurité chez vous, sans ennemis. » Elle soupira tremblante. « Je voulais juste faire ce qui est juste. Tu as fait ce que peu de gens feraient. » répliqua-t-il avec sérénité. « Et cela a un prix, je le sais. Mais je ne te laisserai pas seul. » Marie sourit tristement. « Ce n'est pas la première fois qu'on me laisse seul, monsieur de Courcy. J'ai l'habitude. » Antoine voulut répondre, mais le bruit d'un coup de tonnerre les interrompit. Dehors, la pluie était revenue. Les gouttes frappèrent les fenêtres avec insistance, comme si le ciel tentait de les avertir de quelque chose. Soudain, un clignotement des lumières fit trembler la pièce. Les moniteurs flanchèrent. « Qu'est-ce ici, une panne de courant ?» demanda Marie inquiète. « Ce doit être le générateur, » dit Antoine, bien que sa voix semble peu sûre. Mais les générateurs n'ont pas l'habitude de tomber en panne 2 fois, et le son lointain de pas résonnant dans le couloir leur glaça le sang. Marie jeta un coup d'œil. Au loin, un homme coiffé d'une casquette marchait lentement, traînant presque les pieds. Il portait une veste sombre, mouillée par la pluie. Quand il passa sous la lumière intermittente, elle vit le reflet métallique de quelque chose dans sa main. Une arme. Elle courut vers la porte, la fermant avec force et tournant le verrou. « Monsieur, il y a quelqu'un » chuchota-t-elle. Antoine tenta de se lever, mais la douleur l'obligea à rester couché. « Appelle la sécurité. » Marie prit le téléphone de la chambre, mais la ligne était morte. Sans réfléchir, elle poussa une table contre la porte. « Ils nous ont trouvés, » dit Antoine. Il respira profondément, cherchant son calme. « Écoute, Marie, dans le tiroir de la table de chevet, il y a un bouton d'urgence. Appuie dessus. » Elle le chercha et appuya dessus avec force. Une alarme silencieuse s'alluma dans le panneau du couloir, mais les gardes étaient trop loin pour l'entendre. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Un coup sec la fit trembler. « Ouvrez !» cria une voix grave de l'autre côté. « C'est la maintenance. » Marie secoua la tête. « N'ouvrez pas, monsieur, n'ouvrez pas. » L'homme frappa à nouveau plus fort. Le verrou vibra. Elle recula, cherchant quelque chose pour se défendre. Elle attrapa un plateau en métal et un scalpel sur le chariot de soins. Les coups continuèrent. « Ouvrez maintenant ou ce sera pire !» Antoine regarda la fenêtre. « La chambre a une sortie de secours, » dit-il avec difficulté, « mais elle donne sur l'étage inférieur. »« Alors nous sauterons, » répondit-elle. « Tu ne peux pas me porter. »« Bien sûr que je le peux, » répliqua-t-elle, les yeux en feu. « Je vous ai déjà porté dans mon âme quand tout le monde vous donnait pour mort. » Le verrou céda. La porte s'entr'ouvrit. Le tueur montra son visage, couvert par l'ombre. Marie lança le plateau de toutes ses forces, frappant la main qui tenait l'arme. Le coup de feu ricocha sur le plafond. Antoine cria, et elle profita de la seconde de distraction pour pousser l'agresseur avec le chariot. « Courez !» dit-elle, agrippant le brancard. Ils sortirent par la fenêtre sous la pluie. Marie descendit l'escalier de secours avec un bras d'Antoine sur ses épaules. Derrière eux, le son de pas précipités les poursuivait. « Ne me lâche pas !» disait-il haletant. « Je n'en ai pas l'intention. » Ils arrivèrent au 2e étage. L'escalier se terminait dans une cour intérieure vide et sombre. Marie chercha refuge dans un local d'entretien. Ils s'y cachèrent tous les deux, respirant avec agitation. Antoine prit sa main. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Tu pourrais fuir. Te sauver. » Marie le regarda dans les yeux. « Parce que vous avez été le premier à me voir. Toute ma vie, j'ai été invisible, et quand personne n'écoutait ma voix, vous avez respiré. Cela me suffit. » Il tenta de sourire, mais son visage se tendit. « Si nous sortons d'ici, je jure que je demanderai justice pour tous ceux qui se sont tus. » Marie acquiesça. « Je vous accompagnerai jusqu'au bout. » Sainte, le bruit des sirènes retentit à nouveau au loin. Quelqu'un avait vu la fusillade et appelé la police. Le tueur disparut dans l'ombre, mais il savait qu'Édouard Laurent n'arrêterait pas. Lorsque les secours les trouvèrent enfin, Marie était trempée, son uniforme taché de sang et de boue, mais vivante. Antoine la regarda tandis qu'on le plaçait sur le brancard. « Tu es plus courageuse que tous ceux que j'ai connus, » dit-il d'une voix faible. Elle lui serra la main. « Je ne suis pas courageuse, je n'ai juste plus peur. » Et à cet instant, tandis que l'aube commençait à poindre entre les nuages, Marie comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait survécu au pouvoir, au silence et à la mort. Maintenant, elle devait survivre à la vérité. L'aube se fraya un chemin entre les immeubles de Neuilly comme une blessure dorée. Les rayons du soleil entraient timidement par les stores de la nouvelle chambre, où Antoine de Courcy se remettait sous surveillance policière. L'odeur de désinfectant et de café froid emplissait l'air.
Marie, assise près de la fenêtre, n'avait pas dormi. Son corps lui faisait mal, mais son âme brûlait plus que jamais. Depuis que l'attentat avait échoué, Édouard Laurent était en fuite. La police le recherchait, mais l'homme était rusé. Il connaissait les failles du système, les ombres où se cacher. Le commissaire Jonas Martin entra dans la chambre avec son expression fatiguée habituelle. « Bonjour. » Il retira son chapeau et le posa sur la table. « Nous avons des nouvelles. » Marie se leva, dans l'expectative. « L'ont-ils trouvé ?»« Pas encore. » répondit-il, « mais nous avons trouvé son bureau vide et les fichiers effacés. Nous savons qu'il y avait un réseau de blanchiment d'argent derrière tout ça. Antoine, vous étiez sur le point de le dénoncer, n'est-ce pas? » Le millionnaire acquiesça d'un geste grave. « Oui. Béatrice, Édouard et d'autres hommes d'affaires utilisaient mes fondations pour déplacer de l'argent sale. Quand j'ai refusé de signer les contrats, ils ont décidé de m'éliminer, et ils y seraient parvenus. » Ajouta Marie, « si Dieu ne m'avait pas fait regarder 2 fois. » Le commissaire la regarda avec respect. « Parfois, les miracles se déguisent en courage, dit-il. Mais le réseau qu'ils opéraient ne s'arrête pas avec une arrestation. Il est vaste. Si Laurent décide de parler, beaucoup tomberont, ou quelqu'un le fera taire d'abord. » Antoine ferma les yeux, respirant profondément. « Alors, je dois parler? Faire ma déposition publique ?» Marie l'observa avec inquiétude. « C'est dangereux, monsieur. »« Le silence l'est aussi, » répliqua-t-il. « Et nous avons déjà payé assez cher pour lui. » Ce même après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, l'hôpital se remplit de caméras et de journalistes. La nouvelle avait fuité. Le millionnaire ressuscité allait dire la vérité. Jonas organisa la sécurité. Marie, inquiète, aidait à préparer la salle où Antoine ferait sa déclaration. « Êtes-vous sûr de ça ?» lui demanda-t-elle. Antoine la regarda avec une sérénité que seuls ont ceux qui ont déjà affronté la mort. « Il n'y a pas de retour en arrière. Si je me tais, il gagne. » Quand les journalistes entrèrent, les lumières s'allumèrent comme des éclairs. Antoine s'assit devant les microphones. Marie, à l'arrière-plan, l'observait, le cœur serré. « Bonjour, » commença-t-il. « J'ai été victime d'une tentative d'assassinat planifiée par des personnes en qui j'avais confiance. Ma femme, Béatrice Delaroche, et mon avocat, Maître Édouard Laurent. Mais derrière eux, il y a quelque chose de plus sombre, un réseau de pouvoir qui corrompt tout ce qu'il touche. Le murmure de la presse emplit l'air. » Antoine continua. « Aujourd'hui, je suis en vie grâce à quelqu'un que tout le monde considérait comme invisible. Une femme qui n'avait ni argent, ni diplôme, ni nom de famille important. Marie Dubois. » Il marqua une pause. Elle a vu ce que personne ne voulait voir et grâce à cela, je suis ici. Les flashs illuminèrent son visage. Marie baissa les yeux, des larmes discrètes coulant. Elle n'était pas habituée à être nommée devant les caméras. « J'espère que cette histoire servira à rappeler, » dit Antoine, « que la valeur ne se mesure pas en compte bancaire, mais en conscience. » L'applaudissement fut instantané. Certains journalistes se levèrent même. Mais au milieu de la foule, une silhouette avec une casquette et une veste sombre observait du fond sans applaudir. Son regard était froid, calculateur. Édouard Laurent. Cette nuit-là, Marie et Antoine furent transférés dans un hôtel sous protection policière, mais le danger respirait encore entre eux. Marie prit un bain, tentant de calmer le tremblement de ses mains. Quand elle sortit, le commissaire Jonas l'attendait dans le couloir. « Laurent est en ville. Il a été vu près de l'hôpital avant la conférence. Alors il viendra nous chercher, » dit-elle. « Peut-être. » Jonas regarda sa montre. « Mais pas aujourd'hui. Il est acculé. Et quand un rat est acculé, il mord. » Marie serra son chapelet. « Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? » « On attend. Et on prie si vous y croyez. » Elle sourit faiblement. « Je ne prie plus pour des miracles, commissaire. Seulement pour la justice. » Des heures plus tard, Antoine ne parvenait pas à dormir. Il regardait la ville depuis la fenêtre de l'hôtel. Les lumières des voitures semblaient être des fantômes se déplaçant entre les avenues. Il pensait à tout ce qu'il avait perdu, son entreprise, sa femme, sa réputation. Mais il avait gagné quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné, une seconde vie. Marie s'approcha avec une couverture. « Vous avez besoin de vous reposer. »« Je ne peux pas, » dit-il. « Je sens que quelque chose va arriver. » Elle s'assit à côté de lui. « Le pire est passé. Je pensais ça avant de mourir. » Leurs regards se croisèrent. Il y avait un silence plein de gratitude et de peur, mais aussi d'une connexion nouvelle, inexplicable. Antoine prit sa main avec précaution. «
Si je ne m'en sors pas, promets-moi quelque chose. » »« Ne dites pas ça. Promette-le, » insista-t-il, « que tu ne laisseras personne te prendre ta foi ni ta voix. » Marie acquiesça, les yeux humides. « Je vous le promets, mais vous n'allez pas mourir une deuxième fois. » Un coup de tonnerre retentit au loin. Dans le couloir, les caméras de sécurité enregistrèrent un mouvement. Une ombre qui se glissait par l'escalier de service de l'hôtel. Édouard Laurent n'avait pas fui. Il était revenu pour terminer ce qu'il avait commencé. L'horloge de l'hôtel marquait 2 heures du matin quand le destin frappa à nouveau à la porte, silencieux et aiguisé. Dehors, la tempête rugissait avec une fureur ancienne, frappant les fenêtres avec l'insistance d'un cœur sur le point d'exploser. Marie se réveilla en sursaut. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle cria qu'il n'était pas seul. Elle se leva lentement, pieds nus, et ouvrit la porte de la chambre principale où dormait Antoine. La lumière du couloir clignotait. Il dormait d'un sommeil agité, en sueur. Sur la table, un exemplaire du journal de la veille. Le millionnaire ressuscité parle de corruption. Soudain, un bruit sec la fit pivoter. Ça venait du couloir, des pas très lents, calculés. « Commissaire Martin » chuchota-t-elle en jetant un œil. Personne ne répondit. Seulement le vent, apportant l'écho d'une porte se fermant au loin. Marie sentit son corps se glacer. Elle courut vers le téléphone de la chambre, mais la ligne était à nouveau coupée. « Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle. Elle ouvrit le tiroir de la table de chevet et prit le petit canif qu'elle utilisait pour couper les fleurs. Antoine se réveilla en l'entendant. « Qu'y a-t-il »« Il y a quelqu'un » Il tenta de se redresser, mais elle lui fit signe de se taire. « Restez derrière moi. » Les pas se rapprochèrent, plus lourds maintenant. Une ombre se projeta sur la porte. Marie retint son souffle. La poignée tourna lentement. Soudain, une rafale de vent ouvrit la fenêtre du balcon faisant voler les rideaux. Marie se retourna brusquement et à cet instant, Édouard Laurent fit irruption par la porte, trempé, un pistolet à la main et le visage bouleversé. « Personne ne bouge » cria-t-il. Antoine tenta de se lever, mais Édouard pointa l'arme droit sur sa poitrine. « Tu pensais vraiment que tu pouvais m'humilier devant le pays entier ?» rugit-il. « Tu as ruiné ma vie, Antoine. C'est toi qui as ruiné la tienne. » répliqua le millionnaire, la voix ferme malgré la peur. « Tu as vendu ton âme pour de l'argent. »« Et qu'as-tu fait » cria Édouard, agité. « Tu as volé, menti. Tu t'es caché derrière tes employés. J'ai juste appris de toi. » Marie fit un pas en avant, tremblante mais avec une bravoure féroce. N'osez pas le toucher. « C'est assez, Édouard. Ça se termine ici. » Il la regarda avec mépris. « Tu ne comprends rien, la bonne. Les pauvres ne servent qu'à nettoyer le sol où les maîtres du monde marchent. Alors aujourd'hui, vous vous êtes trompé de monde, » dit-elle, le canif caché derrière son dos. Antoine profita d'une seconde de distraction pour se décaler. Édouard s'en aperçut et tira. Le son résonna dans tout l'étage. La vitre de la fenêtre vola en éclats. Marie cria et se jeta sur lui. La balle n'avait pas atteint Antoine, mais l'écho du tir l'assourdit. Édouard se débattit avec elle, tentant de la repousser. « Lâche-moi, maudite » grogna-t-il. Elle lui planta le canif dans l'épaule. Il hurla de douleur, lâchant l'arme, qui tomba sous le lit. Marie courut pour la récupérer, mais Édouard la poussa contre le meuble. Sa tête heurta le coin et elle vit des étoiles. À ce moment, la porte s'ouvrit violemment. Le commissaire Jonas Martin entra avec 2 agents. « Police, lâchez l'arme » Édouard, saignant et acculé, leva lentement les mains. « Vous ne comprenez rien » dit-il entre des rires brisés. « Si je tombe, tout le monde tombe. Ça va bien plus haut que vous. » Sound. Le commissaire s'approcha, pointant son arme droit sur sa poitrine. « Alors commencez par tomber vous-même. » Antoine, appuyé contre le mur, observait la scène, le visage pâle. Marie rampa jusqu'à lui, respirant avec difficulté. « Vous allez bien ?»« Ah si, oui, grâce à toi. » Édouard tenta de bouger à nouveau, mais l'un des agents tira en l'air en guise d'avertissement. L'ex-avocat poussa un cri de frustration. « Vous ne m'arrêterez pas !» cria-t-il en courant vers la fenêtre. Personne ne put l'arrêter. Il traversa l'ouverture brisée et tomba du 8e étage. Un silence brutal emplit la pièce. Dehors, le fracas de la pluie se mêla à l'impact. Marie se couvrit le visage, tremblante. Jonas baissa son arme, l'air sombre. C'est ainsi que finissent ceux qui pensent pouvoir jouer avec la mort. Antoine se laissa tomber sur le lit, épuisé. « Mais tout ça, tout ce que nous avons fait, ça en valait la peine. » Le commissaire acquiesça. « Ah oui, monsieur de Courcy, mais souvenez-vous d'une chose,
La vérité a toujours un prix. Et vous avez déjà payé avec du sang. Marie regarda par la fenêtre. La pluie continuait de tomber, entraînant les éclats de verre, nettoyant les taches sur le sol, comme si elle voulait effacer la violence. Au loin, les sirènes retentissaient à nouveau, mais cette fois, elles n'annonçaient pas la mort, mais la justice. Antoine prit sa main avec un regard fatigué et sincère. « Merci de ne pas m'avoir lâché quand tout le monde m'avait laissé tomber. » Marie lui serra la main. « Merci d'être revenu à la vie. » Le commissaire se retira, laissant derrière lui une chambre détruite, une histoire close par le sang et la rédemption, et deux âmes marquées à jamais. Tandis que les lumières de la ville clignotaient à l'aube, Marie sut qu'elle avait vaincu quelque chose de plus que la mort. Elle avait vaincu le silence, et dans sa poitrine, pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de peur, juste la foi. Le soleil se leva lentement sur la ville, peignant les toits de nuances dorées. Dans le silence de l'aube, les sirènes disparaissaient et l'hôtel, encore marqué par le désastre, commençait à s'éveiller. La nouvelle circulait déjà dans toute la France. Édouard Laurent, ex-avocat des deux Courcy, décède après une tentative d'attaque. Les caméras attendaient à l'extérieur, mais pour la première fois depuis des mois, Marie Dubois ne ressentait pas la peur. Elle ressentait la paix. Antoine, assis dans un fauteuil roulant, regardait par la fenêtre, le visage fatigué mais serein. « Je n'aurais jamais imaginé revoir le soleil, » dit-il d'une voix calme, chargée de gratitude. « Et encore moins le partager avec vous. » Marie, debout à côté de lui, sourit légèrement. « Le soleil revient toujours, monsieur. Il faut juste avoir la patience d'attendre la fin de la nuit. » Papa, il la regarda avec tendresse. « Ne m'appelez plus monsieur, Marie. Aujourd'hui, nous sommes deux survivants. » Elle baissa les yeux, rougissante. « Et deux coupables d'en avoir trop vu. » Antoine laissa échapper un petit rire. « Trop voir est la condamnation de ceux qui ouvrent les yeux quand tout le monde préfère dormir. » Le commissaire Jonas Martin entra à ce moment-là, un dossier à la main. Les juges ont accepté le témoignage. Antoine fit une pause. Le réseau financier est en train de tomber un par un. Béatrice risque la prison à vie et les autres font l'objet d'une enquête. Antoine acquiesça. « Et vous, Jonas ?» demanda Marie. « Que va-t-il vous arriver maintenant que tout est fini ?» Le commissaire sourit, fatigué. « Rien n'est jamais vraiment fini, Madame Dubois. Mais grâce à vous, aujourd'hui, ce pays croit un peu plus en la justice. » Marie le regarda avec émotion. « Ce n'était pas la justice, commissaire. C'était la foi. » Quelques jours plus tard, alors que le scandale commençait à s'apaiser, Antoine invita Marie à visiter son ancien hôtel particulier. Il était fermé depuis les funérailles, mais il avait insisté. Ils marchèrent dans les couloirs qui avaient un jour senti la mort. Maintenant, ils étaient remplis de lumière. « Je veux que vous voyiez ceci, » dit-il en ouvrant la porte du grand salon. Au centre, là où avait été le cercueil, il y avait une table avec de nouveaux documents. « C'est le Nouveau Testament, » expliqua-t-il. « La moitié de ma fortune servira à créer une fondation pour les femmes travailleuses. Je veux qu'elle porte votre nom. La fondation Marie Dubois. » Elle resta sans voix. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous ne pouvez pas refuser, » répliqua-t-il en souriant. « Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. Sans vous, il n'y aurait ni vie ni vérité. » Les larmes roulèrent sur les joues de Marie. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Antoine. J'ai juste écouté ma conscience. Alors le monde a besoin de plus de conscience comme la vôtre. » Ils restèrent silencieux, observant le jardin qui renaissait avec de nouvelles fleurs. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des bougainvilliers. Cet après-midi-là, lorsqu'ils se dirent au revoir, Antoine la raccompagna jusqu'à la porte. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Je vais retourner faire des ménages, je suppose. C'est ce que je sais faire. » « Non, Marie. » Il prit sa main avec délicatesse. « Vous allez nettoyer des vies. Vous l'avez déjà fait avec la mienne. » Elle rit avec humilité. « Et vous, monsieur de Courcy, redeviendrez-vous le millionnaire que vous étiez ? » « Jamais. » Son regard se perdit à l'horizon. Cet homme est mort le jour des funérailles. Celui qui s'est réveillé après veut juste vivre, pas accumuler. Marie le serra dans ses bras pour la première fois, sans peur. Ce fut une étreinte brève, sincère, de deux âmes qui avaient survécu au même abîme. « Merci, » murmura-t-il. « Dieu merci, » répondit-elle, tandis qu'elle marchait dans le jardin. L'écho de ses pas se mêlait au chant des oiseaux. Dans sa poche, le chapelet qu'elle avait tenu pendant toute la tourmente brillait à la lumière du crépuscule, et elle comprit que les vrais miracles ne se produisent pas dans les cieux, mais
dans les secondes où quelqu'un décide de ne pas abandonner. Si cette histoire a touché vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous apportons de nouvelles histoires qui explorent la complexité de la vie et la beauté des sentiments humains. Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous adorons lire vos réactions et savoir quels moments vous ont le plus touché. Et ne manquez pas nos prochains contenus, où nous continuerons à explorer les merveilleuses surprises que le destin nous réserve.